C'est un monde numérique un peu spécial que je vous propose cette semaine. Un monde numérique enregistré au France Digital Day, un événement qui avait lieu à Paris le 22 septembre, un événement entièrement consacré aux startups de l'écosystème français. France Digital, c'est une association française de startups que vous allez découvrir au cours de cet épisode. On va parler de ces innovations françaises en matière de mobilité, en matière de protection contre les propos haineux sur les réseaux sociaux également. Et puis, impossible de ne pas aborder aussi le thème de la souveraineté numérique, de la résistance contre les géants américains du numérique, les fameux GAFAM. On va parler de tout ça avec nos invités. Je suis ravi d'être ici, invité par France Digital, en partenariat avec Monde Numérique, pour cette émission spéciale. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 15 du 25 septembre 2021. Mais avant d'aller plus loin, on ne va pas déroger à la règle et je voudrais faire un petit merci à Fabrice, à François 112, à X1AN, alors je sais pas trop comment prononcer ce pseudo, et à Augustin Ledev. Voilà, vous tous qui m'avez envoyé des messages et des commentaires très sympas cette semaine encore sur Twitter, sur Apple Podcasts, sur les réseaux sociaux, etc. Merci pour votre fidélité. Monde Numérique que vous pouvez écouter chaque samedi matin sur la plateforme de podcast de votre choix et bien sûr sur le site mondenumérique.info. Nous sommes au cœur de cet événement France Digital Day et j'ai le plaisir pour commencer d'accueillir la grande patronne de France Digital, c'est Maya Noël. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Vous êtes directrice générale de France Digital. Depuis peu, effectivement. Depuis peu, en effet. Tiens, qu'est-ce que c'est France Digital ? Alors France Digital, c'est une association qui regroupe start-up et investisseurs. Donc nous, on porte la voix de nos membres. On essaye de jouer collectif pour avoir une voix et pouvoir jouer sur le cadre réglementaire et pouvoir faire en sorte que cet écosystème grandisse avec les bons outils. Donc un groupe de pression, également un groupe pour faire connaître les startups. Comment vous définissez votre action ? Alors nous, on nous assimile souvent à un lobby. Moi, j'aime pas tellement ce terme. On est vraiment une association. On est avant tout là pour faire en sorte que les entrepreneurs déjà networkent entre eux. On est un réseau avant tout. Et c'est vrai que de ce réseau émergent des idées et c'est important de pouvoir les porter auprès des décideurs publics parce que ce sont des bonnes idées qui vont vers l'avant. C'est quoi les grosses thématiques ? C'est la bataille contre les GAFAM ? Alors, c'est pas ça la thématique clé. Maintenant, on connaît l'actualité notamment autour d'Apple. Donc c'est vrai que si nos membres nous demandent d'aller se batailler un peu avec les GAFAM, on ira. Oui, comme vous l'avez fait, vous dites l'actualité autour d'Apple, c'est-à-dire que vous l'avez fait il y a quelques mois. Vous avez porté une action en justice contre la fermeture de l'App Store. Alors oui. C'était ça ? Alors il y a eu plusieurs choses. Il y a eu effectivement déjà tout le combat autour des données personnelles parce qu'on s'est rendu compte que dans la dernière version de l'OS, de facto, sans même nous demander notre avis, Apple récoltait les données à des fins publicitaires. Et puis là, il y a un autre combat qui est mené avec la DGCCRF. Effectivement, en fait, nous ce qu'on veut et en fait. Donc la concurrence, la répression des fraudes. Exactement, c'est la concurrence parce qu'en fait nous ce qu'on veut et au-delà même de cette affaire Apple, c'est que nos startups puissent se battre à armes égales avec les GAFAM. Et donc c'est vraiment ça le sujet qu'on porte. Et donc là, quand vous me demandiez quels sont les piliers de France Digital, on en a 4, à vrai dire, sur lesquels on travaille. Là, on a vu dans les actualités récentes les montants incroyables qui ont été levés. Là, en moins de 24 heures, on a vu plus d'1 milliard levé dans la scène tech française, qui est assez incroyable. Oui, alors, l'actu de la semaine, c'est les 680 millions de dollars de Sora. On a aussi 555 millions pour Miracle. Et ce matin, on a encore eu 200 millions pour Vestiaire Collectif. Donc c'est des montants qui sont phénoménaux. Et ça sert à quoi ? Les startups, quand elles lèvent des fonds, c'est avant tout pour recruter et pour se développer sur des nouveaux marchés. Donc, quels sont les pieds de France Digital ? Donc, il y a les talents. On veut vraiment pouvoir aider nos entreprises à recruter. C'est hyper important. On a un autre pilier et c'est un peu le thème du France Digital Day. Aujourd'hui, on parle de valeur parce qu'on pense que c'est bien de lever des fonds. On parle souvent de valorisation, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est le but, c'est pas que de lever des fonds pour lever des fonds. C'est aussi pour pouvoir, comme je le disais, attirer des talents, mais aussi des clients. Et on est persuadé que ce qui va nous différencier justement face aux GAFAM, face aux États-Unis et à l'Asie, c'est les valeurs que nous portons. Et donc, on encourage vraiment cet écosystème à devenir plus responsable et plus éthique. C'est un véritable combat. Ces valeurs, ce sont des forces ou ça peut pas être aussi un peu des points faibles, des poids lourds ? Ça peut être
des freins de prime abord, mais qui sur le long terme, et ça c'est sûr, vont vraiment être obligatoires. En fait, c'est pas simplement une tendance de dire on veut avoir de l'impact. En fait, au même titre qu'aujourd'hui, le numérique s'est attaqué à tous les secteurs, je pense que l'impact va rentrer aussi et être dans tous les secteurs. Il faut que ça fasse de pair avec le numérique. Donc c'est un véritable combat qu'on porte et c'est pas simplement une tendance. Alors Maya Noël, elles sont contentes vos startups en ce moment, elles ont la banane. Vous parliez des levées de fonds. C'est vrai vous pensez qu'on est à un tournant important ? Alors, on voit émerger des grosses locomotives avec ces gros montants levés. Globalement, on a sorti une étude qui est le 10e baromètre France Digital Ernst & Young sur l'impact social et économique des startups. Et ce qu'on a pu observer sur l'année 2020, qui était quand même une année de crise, c'est qu'au final, l'écosystème, le chiffre d'affaires a grossi de 15%. Ça représente 7 milliards, les startups aujourd'hui. Ça représente 7 milliards de chiffre d'affaires, 500 000 emplois. Donc oui, les startups aujourd'hui vont bien, mais ce n'est que le début. Et il faut vraiment qu'on ait ce passage à l'échelle. Et donc, quand vous parlez des autres piliers qu'on a chez France Digital, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller à l'échelle supérieure. Et donc, on a un vrai sujet sur l'Europe. On ne peut pas simplement s'arrêter au territoire franco-français. Il faut vraiment penser Europe. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Bon, c'est bien d'avoir une action nationale, mais qu'est-ce que vous faites au niveau européen ? Vous discutez avec des alter-ego dans d'autres pays ? Tout à fait, on parle beaucoup avec nos homologues, on échange énormément, et donc nous on essaye de pousser un maximum d'idées auprès de la Commission, et là en plus on va rentrer, le calendrier fait que la présidence française de l'Union Européenne arrive là au mois de janvier, et on a pas mal de sujets à pousser à cette occasion. Et donc là, pour ce faire, on a réuni pas mal de nos acteurs, de nos membres, pour discuter et proposer des solutions. Donc on va sortir, pour être hyper transparente avec vous, un manifeste en vue des présidentielles au mois d'octobre, donc là on va pouvoir un peu plus étayer tout ça, mais il y a plein de mesures au niveau européen auxquelles on pense. À titre d'exemple, on a vu le French Tech Visa qui a eu son effet. En France, on arrive à attirer des talents grâce au French Tech Visa. On peut tout à fait imaginer, pour vraiment être en concurrence avec l'Asie et les États-Unis, de créer un visa, mais européen. Rappelez-nous ce que c'est, le French Tech Visa. Le French Tech Visa, ça permet aux entreprises de recruter des profils vraiment en pénurie, comme des profils de développeurs, plus rapidement via ce visa French Tech. Parce que c'est un problème aujourd'hui, les développeurs, les jeunes ingénieurs qui préfèrent partir aux États-Unis pour gagner plus d'argent peut-être, pour travailler dans des entreprises plus prestigieuses. Oui, c'est un problème parce qu'on manque de profils en France. Donc si en plus les bons profils partent, forcément c'est un problème. Et en plus de ça, la concurrence est de plus en plus forte parce que le besoin est de plus en plus présent, pas simplement en France, mais dans tous les pays dans le monde. Donc c'est effectivement de notre devoir de réussir non seulement à former les bons profils au bon rythme, et donc ça c'est déjà un premier point, et de faire en sorte qu'ils ne partent pas. Et voilà, qu'ils restent il faut là, absolument les retenir. Donc il y a plein d'incitations. Mais de quelle manière ? C'est quoi les incitations aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes ingénieurs qui nous écoutent pour leur donner envie de rester ici ? Je parlais du thème des valeurs du France Digital Day, c'est déjà une première piste. En fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on cherche une carrière, on va forcément vers une carrière qui a un peu plus de sens. Donc si on arrive à bien véhiculer cette image, qu'en fait les startups c'est pas simplement des levées de fonds pour faire de l'argent, ou en fait ça compte aussi. Ça compte évidemment, on a besoin, et je dis pas qu'il faut arrêter de lever des fonds, au contraire. Voilà, en fait moi je pense qu'il y a un vrai trépied, c'est il faut des capitaux, il faut des talents et il faut des clients en fait pour être une entreprise qui va bien. Donc moi je pense que dans la même logique, pour à la fois attirer des capitaux, à la fois attirer des talents et attirer des clients, cette notion de valeur est hyper importante parce que c'est un élément différenciant et ça apporte à l'image de marque. Et aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de la France dans le luxe, on adore le Made in France, et pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas le Made in France du numérique ? Eh bien, merci beaucoup, Maya Noël, directrice générale de France Digital. Merci beaucoup à vous d'être présent au France Digital Day. Voilà, ce France Digital Day, édition 2021. Toutes ces thématiques que vous venez d'évoquer, on va en parler tout de suite, encore, avec nos invités. Super. Bonjour Thibaut Chassagne. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur de Virtuo, un loueur de voitures avec un système de location 100% dématérialisé. On peut dire que vous êtes une sorte de néo-loueur, c'est ça ? Ça fonctionne comme terme. Et comment fonctionne Virtuo ? Qu'est-ce que vous apportez de neuf et d'innovant sur ce marché ? Alors, chez Virtuo, on construit un service de voiture à la demande. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une application qui permet de louer une voiture hyper simplement grâce à la technologie. La technologie, c'est la possibilité d'ouvrir et de fermer sa voiture avec son smartphone. Donc pas besoin d'une remise des clés, donc pas besoin de passer par une agence de location. La technologie, c'est aussi la possibilité de se faire livrer sa voiture à domicile ou à son bureau.
Donc on a démarré en 2016, ça fait plus de 5 ans. Il n'y a plus une bébé entreprise. Voilà, on est passé au stade scale-up, comme on dit. On opère en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Et on s'intéresse de près à l'Allemagne. Et le gros de notre base client, ce sont des résidents de grandes villes qui n'ont pas de voiture et qui nous utilisent comme une alternative à la voiture individuelle pour les déplacements longs. Donc nous, les durées de location moyenne, c'est 3 jours et demi, 4 jours, 400 à 500 km parcourus. Donc je pars en week-end, je pars en vacances. Exactement. Mais pas tellement pour faire les courses de dernière minute le samedi, quoi. Non, pas pour faire les courses, pas pour aller chez Ikea. Vraiment des déplacements longs. Et c'est donc on se focalise sur ce besoin-là. Et c'est aussi une philosophie parce qu'on pense que la voiture a sa place pour les déplacements longs, en gros hors des villes, mais qu'il y a plein de meilleures manières de se déplacer en ville. Et voilà, c'est un des enjeux de créer une alternative à la voiture individuelle. La mobilité en ville, principalement en ville, évidemment, également en dehors des villes, mais on sent que c'est l'enjeu de demain pour des raisons environnementales, pour des raisons aussi tout simplement de saturation de l'espace. Donc on va de plus en plus vers la voiture partagée, mais on a l'impression que on est en pleine phase exploratoire. On ne sait pas encore trop à quoi ressemblera la voiture de demain et la ville de demain. Selon vous, ça pourrait ressembler à quoi ? Le constat est simple, c'est qu'il y a trop de voitures dans nos villes. On en souffre tous. Il y a évidemment le trafic, la pollution, les émissions de CO2 et l'espace que ça occupe. Donc on est dans un système, Et l'espace qui est d'ailleurs surtout occupé, si je crois bien, par des voitures en stationnement ou des voitures qui cherchent un stationnement. Exactement. L'équation, elle est assez simple en fait du système. Aujourd'hui, le système il repose principalement sur la voiture individuelle, chacun sa voiture, mais les voitures sont très peu utilisées. Simplement 5% du temps. En fait, 95% du temps, la voiture, elle est garée. Donc il y a quelque chose de très inefficient ici. Et pour chaque voiture, il faut imaginer qu'il faut à peu près 3 places de parking en réalité. Il en faut une chez vous, il en faut une au supermarché, il en faut une au club de sport, à l'hôpital, etc. Donc on a au bureau, on a cet espace énorme utilisé pour les voitures dans des villes de plus en plus denses avec les contraintes que ça crée. Donc, enfin, c'est super confortable la voiture individuelle aussi. On va pas se mentir. Mais c'est très Aller clair. de porte à porte avec son véhicule, c'est quand même un progrès phénoménal. C'est ce qui a fait son succès. Faut pas l'oublier. Non, faut pas l'oublier. Et puis la voiture, elle a plein d'atouts. On dit que c'est un décathlète, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire avec votre voiture. Vous allez acheter du pain à 500 mètres, puis vous pouvez partir en vacances pendant un mois, faire de longues distances, etc. Néanmoins, on assiste, et moi je pense que c'est dans cette direction que vont les grandes villes, à une transformation de l'économie de la voiture individuelle vers l'économie du trajet, où on va consommer grâce aux technologies et aux applications smartphone une multitude de services qui remplaceront la voiture individuelle. Et en l'occurrence Virtuo, nous on se focalise sur des trajets longs. Ce qu'on appelle la multimodalité. Exactement. Alors Virtuo, je loue une voiture chez Virtuo pour partir en week-end par exemple. Comment ça se passe ? Alors, très simplement, vous téléchargez l'application, vous allez scanner votre permis de conduire afin de vous inscrire, réserver la voiture dans l'application, et le jour J, vous allez choisir si vous préférez la faire livrer chez vous, alors dans des zones définies, on ne livre pas partout en France, mais dans les centres-villes des grandes villes, ou l'aller chercher dans une de nos 100 stations en Europe. Vous ouvrez la voiture avec votre smartphone, vous faites un état des lieux rapide dans l'application, vous êtes parti. Comment fonctionne le système d'ouverture avec le smartphone ? Donc c'est basé sur une techno de Bluetooth Low Energy, qui est maintenant très répandue, qu'on retrouve dans plein d'applicatifs comme la domotique par exemple. Et donc le téléphone il s'appare tout seul à la technologie qui est installée dans la voiture, qui est connectée sur le système d'ouverture-fermeture. Et donc vous avez des boutons ouvrir-fermer qui apparaissent dans l'application tout simplement quand vous êtes à portée de la voiture. Vous avez vu que Apple est en train de faire de l'iPhone une clé de voiture. Bien sûr. Avec on peut pas. Alors pour l'instant uniquement pour certains constructeurs, visiblement Mercedes, c'est BMW, BMW, pardon. Ouais. Mais on peut penser que ça va se généraliser. La clé de voiture de demain, c'est le smartphone. Oui, je pense que c'est une évidence. Alors nous, on fait partie effectivement du CAR Connectivity Consortium, ce consortium qui réfléchit avec notamment Apple, et Samsung, Google, etc. au format de la clé de demain. Tesla avait commencé à commercialiser des véhicules sans clé, donc c'était le début. C'est une évidence que les voitures, on va se débarrasser de la clé, parce que quand on est habitué à utiliser son smartphone comme clé, la clé c'est une contrainte, on l'oublie, on la perd. Si on pouvait tout faire, d'ailleurs, les autres clés aussi avec le smartphone. Mais on y viendra sans doute. On y viendra, ouais. Alors après, beaucoup de gens se disent « Ah, mais si je perds mon smartphone », mais en réalité non, puisque tout est dans le cloud.
D'une part, et puis il est tellement greffé à votre main maintenant que on perd. C'est le truc qu'on perd plus, c'est vrai, c'est certain. Bon, vous avez des concurrents quand même sur ce marché Virtuo, hein. On sent que ça explose de tous les côtés. Des vrais loueurs, des nouveaux loueurs, des loueurs classiques, des loueurs particuliers. Vous risquez pas de vous faire un peu aussi ubériser par des particuliers ? Il y a des services de location entre particuliers qui marchent très bien. Bien sûr, hein, qui sont apparus bien avant Virtuo d'ailleurs. Hein. Je pense à WeCar, Drivey, ces plateformes. Alors, nous on aime bien dire qu'il y a à la fois des concurrents et surtout des alternatives. Dans la mobilité, on a souvent plein de choix. Donc, nos concurrents, ce sont... Bon, d'une part, les acteurs traditionnels de la location de voitures, hein, les grandes marques qu'on connaît, qui sont des très gros acteurs encore. Oui. Ce sont les plateformes de location entre particuliers, effectivement, même si on peut avoir une approche un peu moins servicielle, technologique. Hein, et c'est la voiture individuelle ou la voiture que j'emprunte à ma tante, mon frère, etc. Donc, on évolue dans cet univers avec plein d'alternatives et à nous de construire le meilleur service possible de manière à ce que les gens se disent « Ok, c'est une vraie alternative à la voiture individuelle ». Mais je pense que la mobilité, c'est ça, c'est un écosystème, c'est la multimodalité. Il faut qu'on soit plein pour remplacer la voiture individuelle. Donc il y a plein de services en fait. Ouais, on est très à l'aise dans ce monde multi-concurrentiel. Vous vous battez sur les tarifs également ou pas ? Si, c'est très important d'avoir des bons tarifs. Hein. C'est... Une fois de plus, le transport, il y a plein d'alternatives. Les gens, ils arbitrent quand même en fonction du prix. Et puis nous, dans notre vision d'être une alternative à la voiture individuelle, il faut que ce soit compétitif, quoi. Sinon, les gens vont continuer à posséder des voitures si ça revient plus cher. Donc, en l'occurrence, on aime bien faire le calcul, mais si vous utilisez votre voiture moins de 100 jours par an, c'est vraiment beaucoup plus rentable de se mettre à consommer de la voiture à la demande, de faire de la location de voiture. Après, la case, je dirais, que vous ne cochez pas, c'est justement ce déplacement impulsif. J'ai besoin tout d'un coup d'un véhicule pour aller chercher un enfant, faire des courses, etc. Il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui pour ça. Alors, si on n'a pas sa propre voiture. Ça dépend de là où vous habitez. Effectivement, si vous habitez dans une zone... Il y a le vélo, vous allez me dire. Mais enfin, pour aller chercher des enfants à l'école, même si ça se fait aujourd'hui avec les vélos cargo, moi, etc. J'ai un vélo cargo, effectivement, qui permet de mettre 2 enfants sur le vélo. Non, mais c'est pour revenir à cette notion de l'économie du trajet versus l'économie de la voiture individuelle, il y a une multitude de services qui vous permettent de faire une multitude de trajets. Si vous habitez à Paris, à Londres, à Madrid ou à Barcelone, et si vous avez 3 km à faire, vous pouvez prendre un vélo partagé, prendre évidemment les transports en commun, vous pouvez prendre un Uber & Co, un VTC. Donc on a cette multitude de services qui existent et qui devraient pouvoir remplacer ce réflexe qu'on a de oui, mais j'ai envie d'avoir ma voiture tout le temps au cas où et quand j'ai besoin de faire quelque chose. Donc ça se développe. Alors ça se développe, mais dans les villes denses, faut être lucide. Si vous habitez dans un petit village très reculé, on ne peut pas se passer de la voiture, c'est très clair. Ça ne changera pas de sitôt. Non, évidemment. La voiture autonome. Est-ce qu'un jour, je pourrais faire appel à une voiture autonome Virtuo ? Oui, bien sûr. Alors, notre vision de la voiture autonome, c'est qu'il y a 2 chemins qui sont en train de se tracer. Il y a les robots taxis, dont on parle beaucoup, dont l'acteur le plus avancé est Waymo, la filiale de Google, donc, qui est des technos qui sont basés principalement sur la cartographie, donc des véhicules qui vont être capables de se balader en autonomie dans une zone restreinte. Donc Virtuo ne va pas faire ça du tout, parce que ça demanderait des capitaux énormes, il est hors de question de se lancer dans cette bataille-là. L'autre voie des véhicules autonomes, c'est une voie qui est plus douce, je dirais, incrémentale, et ce sont les constructeurs automobiles qui rajoutent au fur et à mesure des modèles des options avec de plus en plus d'autonomie. Donc aujourd'hui, nous, on a une partie de notre flotte où vous avez le pilote automatique sur l'autoroute, par exemple. La voiture, elle accélère, elle freine, elle change de fil toute seule. Oui, ce qui assure de plus en plus de véhicules aujourd'hui. De véhicules neufs. Donc c'est un des avantages aussi de louer une voiture chez Virtuo, c'est que vous aurez les derniers niveaux de technologie. Dans la Tesla 3, vous avez un pilote automatique qui est très performant. Donc notre vision, c'est que dans 4 ou 5 ans, vous aurez des modèles qui seront quasiment totalement autonomes sur l'autoroute. Vous aurez besoin sans doute de conduire quand il faut sortir de l'autoroute, etc. Mais ça sera... Ça va changer aussi le rapport à l'automobile. Faire un trajet long sur l'autoroute, ce qui est notre cœur de service, tout en lisant son livre, ça va arriver très vite. Et ça va arriver très vite, clairement. Alors, Virtuo est une petite entreprise, si on le disait maintenant, vous avez un peu de bouteille. Comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à la concurrence française, mais aussi à la concurrence mondiale qui va arriver? On parlait de Google et de Waymo. Et puis demain, pour que ce soit
intéressant pour l'utilisateur toutes ces solutions qui sont donc nombreuses et diverses. Il faudra qu'on les retrouve finalement dans une seule appli, hein, et cette appli, elle risque bien de s'appeler Google ou Waze ou je sais pas quoi, ou Apple Plan. Vous ne craignez pas, comme beaucoup de gens ici, ce France Digital Day, de vous faire un peu croquer par les GAFAM? C'est une très bonne question. Alors, l'application qui les domine toutes, pour reprendre l'analogie Seigneur des Anneaux, that rules them all, moi j'y crois pas trop. Je pense que effectivement des services comme Citymapper ou Google Maps intègrent beaucoup d'informations, mais que... mais ils proposent des moyens de transport aussi. Ils proposent, oui. Et c'est bien pratique pour l'utilisateur. On les visualise. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y a pas besoin d'une application qui les contrôle toutes. On a déjà notre smartphone dans lequel on a toutes nos applications. Vous avez besoin de déplacer votre pouce d'un demi-centimètre pour passer d'une application à l'autre. Oui, mais je ne connais pas forcément Virtuo, je ne connais pas forcément d'autres... Voilà, c'est-à-dire que ce sont des moyens de distribution, effectivement. Ouais. Google Maps, en l'occurrence Virtuo n'est pas encore présent dans Google Maps, c'est pas encore, mais ça pourrait le devenir. Hein. Ça serait un moyen pour vous de découvrir Virtuo. Ensuite, vous allez installer l'application. Donc Google, dans ce cas-là, est un canal de distribution, comme il a toujours été. On fait du Google AdWords pour attirer des clients. Donc, je suis pas trop inquiet. Je pense que ça peut accélérer notre diffusion et notre visibilité. Voilà. Après, c'est vrai que les services américains sont souvent assez dominants, puissants, etc. Néanmoins, dans la mobilité, on a des atouts à faire valoir en Europe, surtout parce que nos villes européennes sont souvent beaucoup plus matures que les villes américaines en termes de nouvelles mobilités. D'ailleurs, pour les géants américains tels qu'Uber, les villes européennes qui sont dans le top 5 des plus gros chiffres d'affaires. Hein, donc on est capable, je pense, de développer des services très innovants et on avance en Europe qui peuvent au contraire aller s'exporter aux États-Unis. C'est pas impossible. Très bien, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibaut Chassagne, cofondateur de Virtuo. Et nous sommes toujours au France Digital Day pour ce podcast spécial consacré à l'écosystème français, des startups innovantes, des startups du numérique. Mais là, on va prendre un peu de hauteur avec deux invités. Tout d'abord, un investisseur. Bonjour Olivier Mathieu. Bonjour. Alors, pas seulement investisseur, vous avez de multiples casquettes. Vous avez été cofondateur de Price Minister. Vous êtes président non exécutif de The Camp. The Camp, qui est un campus d'innovation d'innovation positive dans le sud de la France, en Provence, à côté d'Aix. Exactement. Et puis vous êtes également investisseur. Vous dirigez le fonds 2050, 2050, il faut le dire en anglais. Non, on s'amuse toujours à parler un peu en jargon parce qu'on parle souvent, maintenant l'investissement est international, donc on est amené à passer de l'un à l'autre et on sait que c'est parfois un peu ridicule, mais on joue avec ça. Ok, vous nous direz un peu comment vous voyez l'écosystème et l'évolution d'écosystème et l'actualité des startups en ce moment en France. Et puis à vos côtés, Damien Géradin, bonjour. Bonjour. Damien Géradin, vous êtes avocat. Vous dirigez une association qui s'appelle CAF, rien à voir avec les allocations familiales. Chez nous en France, c'est le cycle des allocations familiales, désolé. Vous venez de Belgique, c'est pour ça que je précise ici en France. Ça s'appelle Coalition for App Fairness. Et c'est donc, on va le dire, une organisation qui est très énervée contre les GAFAM et qui a pour objet de batailler contre la toute-puissance des GAFAM pour que les entreprises du numérique européennes puissent trouver leur place et exercer correctement leur activité. Vous animez également un blog qui s'appelle The Platform Law.blog, c'est ça? The Platform Law Blog. The Platform Law Blog, ok, parfait. Très bien. On va commencer avec vous, Olivier Mathieu. 2050 est souvent présenté comme ce qu'on appelle un fonds à impact. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Oui, alors en général, dans notre jargon, on distingue effectivement deux mondes. Il y a le monde des VC, qu'on appelle le capital risque, qui investit dans les startups, et c'est le monde dont je suis issu également, ainsi que mon associé chez 2050 qui est Marie Eklund, donc très fameuse également investisseuse qui a été dans différents fonds traditionnels, qui sont des fonds qui cherchent avant tout, à travers l'innovation, à avoir un retour sur investissement rapide, et les fonds à impact, ou impact investing, comme on dit en anglais, qui vont chercher à avoir un impact différent, c'est-à-dire extra-financier, extra-comptable, sur des questions environnementales, sociales, etc. Oui, c'est-à-dire que vous êtes des investisseurs avec conscience, on peut dire ça comme ça. Alors, globalement, le monde de l'économie et en principe, de manière plus particulière, le monde des startups et innovations
a eu un réveil de la conscience, même avant le Covid. Il y avait ces questions, parfois on a appelé ça le tech for good, où on parle parfois de values, c'est les valeurs, c'est le thème du France Digital Day aujourd'hui. Moi je suis aussi un des administrateurs de France Digital et on pousse à l'intérieur du conseil d'administration vers les entrepreneurs, vers les investisseurs, à ce que ces valeurs soient retrouvées dans les projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire que vous choisissez un peu vos startups, vous n'allez pas investir sur avec 2050, tous les fonds d'investissement choisissent leurs startups selon leur thèse d'investissement de toutes les façons. Avec 2050 en particulier, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut maintenant, dans ce nouveau monde, être sur une ligne de crête qui va associer le meilleur des mondes du capital risque et le meilleur des mondes de l'impact. C'est-à-dire qu'il faut chercher à gagner de l'argent, sinon ce n'est pas durable. Mais il faut également penser à ne pas avoir une politique de terre brûlée. Donc on parle nous beaucoup d'alignement. Il faut aligner les intérêts des investisseurs avec ceux des entrepreneurs avec leurs équipes, de leurs équipes avec leur écosystème, qui sont des vendeurs, des fournisseurs, des partenaires, des clients, etc. Mais également avec les intérêts de la société, les intérêts de la planète. Donc on parle d'empreinte écologique et d'empreinte sociétale. Alors moi j'ai discuté quelquefois avec des entrepreneurs justement qui se considèrent comme des startups qui font dans le recyclage ou dans les technologies propres ou des choses comme ça. Et ils me disent mais c'est impossible de trouver de l'argent, c'est super dur, ça n'intéresse pas les investisseurs. Alors, parce qu'effectivement, quand on s'en tient à ces étiquettes et que si on sépare le monde avec celui qui gagnerait de l'argent et celui qui aurait des impacts positifs, on a du mal à concilier, parce qu'effectivement, quand on va chercher des investisseurs, malgré tout, ils ont besoin, eux, d'avoir un retour sur investissement. C'est tout à fait normal. Donc nous, on pense qu'il est nécessaire vraiment de réconcilier ces deux mondes. Donc notre objectif, c'est pas d'aller chercher des petites startups qui seraient plutôt comme des ONG en train de vouloir résoudre un petit problème, mais nous on cherche à avoir cette ambition. C'est pas le gadget, c'est la transformation de certaines filières. Un peu comme le digital, il y a 20 ans, à laquelle j'ai participé largement, a fait une transformation complète de la vie de citoyen, de la vie de consommateur, de la vie de travailleur, quand on parle de télétravail, enfin tout ça c'est le digital. Aujourd'hui on pense que l'économie du carbone, les réchauffements climatiques et les enjeux sociétaux sont la nouvelle révolution qui succède et englobe la révolution digitale. Donc c'est une transformation complète avec énormément d'opportunités entrepreneuriales, mais qui sont régis par des contraintes un peu extérieures. Le digital n'avait rien de nécessaire d'une certaine manière. Aujourd'hui, penser la question de l'inclusion sociale, la question du réchauffement climatique, la question de l'éducation, la question de la santé, ce sont des impérieuses nécessités qui sont imposées par l'extérieur, mais qui sont des opportunités entrepreneuriales sur lesquelles il y a des business possibles à construire. Alors par exemple, vous investissez dans quel type d'entreprise, Olivier Mathieu ? Alors nous, on a choisi ce qu'on appelle nous des essentiels, qui sont vraiment les grands besoins dont on sait que ce sont des marchés énormes. Et vous avez des noms ? Alors, je peux citer les premières entreprises dans lesquelles on a investi, c'est le tout début. On a investi dans WeThings, qui est une société de santé connectée et qui, connectant les objets, Eric Carrel, qui va d'ailleurs intervenir aussi au France Digital Day, et qui du coup collecte beaucoup de data sur la santé, mais se connecte aussi du coup grâce à toute cette information logicielle et data avec les milieux de la santé, les milieux de la recherche, pour pouvoir aussi lutter contre des pathologies qui sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc là, il y a un impact positif sur la santé à travers un modèle économique qui consiste à vendre des objets connectés. Alors on a aussi investi dans Sweep, qui propose, Sweep, SW2EP, qui est une société qui propose un logiciel, donc une plateforme qui agrège les informations sur l'empreinte carbone de ses clients, donc des grandes entreprises. Par exemple, ils ont signé un contrat avec Saint-Gobain, il s'agit ensuite d'agréger et d'avoir une visualisation comptable aussi simple que la gestion de ses notes de frais dans une entreprise, mais avec l'équivalent carbone pour savoir effectivement quelles sont les émissions carbone, donc la contribution négative qu'on peut avoir sur le réchauffement climatique pour pouvoir ensuite la compenser, la réduire et avoir accès à des solutions et des services. Ce que fait un peu aussi Greenly, une autre start-up française. Dans le monde entier aujourd'hui, ce sujet est tout à fait explosif parce que on sait que le prix de la tonne carbone ou de l'équivalent CO2 a énormément augmenté. Donc ça devient presque une valeur financière. Et donc nous, ce qu'on veut en faire, c'est une valeur opérable parce que l'enjeu, c'est pas que ça se devienne spéculatif, c'est qu'on arrive à réduire le réchauffement climatique. Olivier Mathieu, cette semaine, l'info de la semaine dans votre écosystème, c'est la levée de fonds spectaculaire de 680 millions de dollars de Sorar, qui fait des vignettes de joueurs de foot dématérialisées, authentifiées par NFT. Bon, c'est super, 680 millions de dollars. Le ministre Cédrico se félicite, tout le monde se félicite, mais on n'est pas vraiment dans l'innovation éthique, tech for good, etc. Non, il y a des sujets, il y a des raisons de se réjouir. D'abord parce que c'est une entreprise française et parce qu'on est dans un milieu
qu'on qualifie aussi de deep tech. C'est vraiment des savoir-faire technologiques autour de la blockchain, des NFT, et donc il y a des savoir-faire en France. Donc il y a beaucoup de raisons de se réjouir de cette levée de fonds, et puis en plus elle est record et ça continue de créer des emplois. Il faut voir les effets collatéraux. En revanche, effectivement, si on s'en tient juste à la thèse de 2050, on n'est pas sur un marché essentiel. On ne va pas résoudre un grand problème de l'humanité, mais en faisant progresser. Sauf pour les collectionneurs de vignettes Panini, qui pourront enfin passer au numérique. Voilà. Non, mais alors par ailleurs, on peut imaginer qu'effectivement, plus on numérise des anciens supports qui étaient des supports papier, etc., plus on contribue quand même de manière positive avec le digital. Mais ça vous choque pas que la plus grosse levée de fonds de toute l'histoire de la French Tech, ce soit une histoire de vignettes de joueurs de foot ? Avec tout le respect chaque fois qu'il y a un record battu, on s'offusque assez vite. Je me rappelle très bien aussi l'époque où Instagram avait été racheté par Facebook. C'était 19 milliards de dollars. Il y avait assez peu d'employés et c'est juste de l'échange de photos entre adolescents. Donc on pourrait se dire finalement qu'est-ce que c'était et pourtant Facebook dans son calcul financier a gagné beaucoup plus que 19 milliards depuis dans sa cotation boursière. Ce qui veut dire qu'en fait il y a des phénomènes ou des tendances, souvent des tendances qui sont chez les jeunes, ce qui est le cas de la levée de fonds française dont on parle, mais c'était le cas également d'Instagram. C'est des tendances qu'on a du mal à comprendre. Et donc, quand on a les cheveux un peu plus grisonnants, comme c'est mon cas, et pas encore le vôtre, mais bientôt, on est dans la génération où on doit aussi regarder ce qui se passe dans ces tendances-là. Donc, c'est comment, finalement, les technologies et les innovations entrent par les jeunes sur des comportements qui deviennent massifs. Ouais. Alors, c'est pas des sujets essentiels. Pour autant, on va pas dicter ou dire quels sont les bons ou les mauvais comportements. On n'a pas de vision morale sur ce qui se passe. Et dans la plupart des cas, les comportements sont toujours dictés par les jeunes vers les vieux et jamais des vieux vers les jeunes. Donc ça n'arrive jamais dans aucun sens des nouvelles applications mobiles, des nouvelles technologies, etc. One point. Évidemment, vous avez raison. Bon, je vais me tourner vers notre deuxième invité, Damien Géradin. Alors, vous, Olivier Mathieu, c'est un peu la French Tech qui rit. Et vous, Damien Géradin, c'est un peu la French Tech qui pleure. C'est-à-dire, les entreprises françaises, aussi performantes, innovantes soient-elles, eh bien, à un moment ou à un autre, elles risquent et on le voit tous les jours, elles se heurtent un peu à cette espèce de mur des géants américains du numérique qui étaient là avant, qui aujourd'hui sont devenus indispensables. On a besoin d'eux, on a tous besoin d'eux. Mais malgré tout, vous estimez au sein de votre association Coalition for App Fairness que parfois ça va trop loin et il faut se battre contre ces monopoles. Donc vous avez dans le collimateur Apple et Google, c'est ça ? Oui, essentiellement. C'est-à-dire que pendant longtemps, notre focus a été sur Apple parce que c'est Apple qui a les règles les plus drastiques en matière de gestion de son écosystème. Mais Google, évidemment, s'est rangé du côté d'Apple assez récemment en modifiant ses règles, allant dans un sens plus strict. Et donc, les deux sont dans notre collimateur. Alors pourquoi est-ce que finalement les développeurs d'applications sont assez irrités par Apple et Google ? Oui, pourquoi ? Parce qu'ils peuvent leur dire merci aussi. Oui, mais tout simplement, Apple et Google l'admettent assez fréquemment. Il y a les deux ont besoin. Les deux parties ont besoin l'une de l'autre. Je m'explique. Prenez un téléphone, vous prenez un iPhone. Quelle serait la valeur marchande de l'iPhone si cet iPhone n'avait pas Tinder, Facebook, Spotify et Epic Games. Mais oui, toutes ces applications. C'est-à-dire que le smartphone a été essentiellement créé pour y loger des applications, et les applications, certaines applications en tout cas, vont attirer des gens vers l'achat d'un smartphone Apple qui peut coûter plus de 1 000 €. Maintenant, la relation, alors que la relation devrait être finalement une relation assez équilibrée, elle est déséquilibrée dans la mesure où c'est Apple qui contrôle ce qu'on appelle en anglais le bottleneck, en fait, et qui est l'App Store, et qui permet à Apple d'imposer sa propre politique dans toute une série de domaines et de percevoir une commission de 30%, qui peut aussi, dans certains cas, pour les petites applications, être 15%. Mais 15%, ça reste quand même pas mal d'argent. Et donc, c'est ça le problème. C'est que d'un côté, Apple a besoin des applications, les applications ont besoin d'Apple, mais la relation est très déséquilibrée en faveur d'Apple dans la mesure où elle contrôle le bottleneck. Apple peut vous bloquer votre application. Le bottleneck, c'est le goulet d'étranglement, c'est ça ? C'est le goulet d'étranglement. C'est ce qu'on appelle de plus en plus, Apple est un gatekeeper, c'est-à-dire il a la clé du gate, voilà, et
Et donc, ça pose une série de problèmes. Alors, on l'a vu avec un bras de fer et une affaire épique, c'est le cas de le dire. Ouais. C'est le bras de fer entre Apple et Epic Games à propos du jeu Fortnite. Voilà. Bon, on va pas revenir sur les détails, mais grosso modo, effectivement, Fortnite a dit ça suffit. Nous, on va permettre à nos joueurs de souscrire des abonnements en dehors de l'App Store, donc en dehors des fourches codines, donc en dehors de la commission. Et Apple a dit puisque c'est ça, vous sortez. Il les a mis dehors. Mais cette affaire a beaucoup évolué. Et puis aussi, elle a débouché sur quelques concessions finalement de la part d'Apple, notamment sur le marché asiatique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va dans le bon sens ? C'est-à-dire que pour l'instant, cette bataille a pris vraiment une dimension globale, en ce sens que au cours des 15 derniers jours, on a vu des évolutions aux États-Unis avec le settlement d'une class action où Apple a en effet fait quelques concessions. Il y a eu le jugement d'un tribunal californien dans la bataille juridique entre Epic et Apple. Apple a fait un settlement, donc un accord à l'amiable au Japon, où l'autorité de concurrence avait entamé une procédure. La Corée a décidé d'interdire à Apple d'imposer son système de paiement, qui est finalement l'instrument qui leur permet de percevoir la commission, mais aussi les datas. Oui. Et ça, je voudrais en revenir au sujet des startups. Oui, donc ça évolue, mais malheureusement, ça évolue d'une manière très fragmentée. Donc il y a quelques concessions là-bas qui sont limitées au Japon, d'autres petites concessions limitées aux États-Unis. Nous, ce qu'on veut, c'est une solution globale. Et pour ça, l'accent que nous mettons très fort l'accent sur le Digital Markets Act, la réglementation européenne, la réglementation qui est en préparation, où là, on souhaite voir un certain nombre de règles qui vont finalement imposer certaines contraintes, certaines limites aux App Store. Vous voudriez quoi pour Apple, par exemple ? Mais c'est-à-dire que ce qu'on voudrait, nous avons 60 membres, donc des grandes entreprises comme Epic Games ou Spotify, on a des petits membres. Disons que les grandes demandes sont essentiellement qu'Apple ne devrait plus avoir la possibilité d'imposer son système de paiement. Pourquoi ? Parce que c'est l'outil de perception des 30%, mais aussi c'est l'outil de perception de données personnelles des utilisateurs de l'application, en ce compris nom, adresse, email, carte de crédit, etc. Les développeurs d'applications aimeraient bien avoir ces données pour eux améliorer la qualité du service. Avoir ces données donne aussi une vue d'ensemble du marché à Apple qui ne rêverait pas finalement d'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon, pour qu'on concrétise bien les choses, aujourd'hui je suis utilisateur, je télécharge une application, souvent elle est gratuite et ensuite je vais avoir des achats in-app, donc des paiements pour telle ou telle fonction supplémentaire. Et là, c'est vrai que si ça se passe dans l'App Store, c'est-à-dire dans l'application, ce qui est le plus facile pour l'utilisateur, eh bien Apple va prendre entre 15 et 30%. Sinon, pour certaines ont négocié, visiblement, elles ont le droit d'aller faire de la facturation ailleurs. Oui, c'est-à-dire que... Mais vous voudriez que ça reste dans l'application, mais que qu'Apple n'ait pas la main mise dessus, en fait. Non, exactement. C'est ça qu'on souhaite. Il faut savoir que jusqu'à présent, jusqu'au mois de septembre, Google permettait en fait d'avoir des solutions externes, mais ils ont décidé de se ranger du côté d'Apple. Donc ça, c'est une demande qui est très importante. Dans l'idéal, nous souhaiterions aussi la possibilité d'avoir d'autres App Store sur les appareils iOS. Ah oui, des stores concurrents. Voilà, pourquoi ? Parce que ça permettrait la création d'App Store spécialisés, par exemple pour les jeux. Oui, mais regardez, on voit bien que le côté prison dorée d'Apple, c'est une prison, mais c'est aussi un espace qui est assez sécurisé. Par exemple, contrairement à Android, où c'est beaucoup plus ouvert, où il y a un peu des App Store parallèles, et là, c'est la porte ouverte à la cybercriminalité, etc., etc. Ça, c'est un peu une légende urbaine qu'Apple essaye de véhiculer. À partir du moment où vous auriez, par exemple, un App Store alternatif, rien n'imposerait qu'il y ait des normes extrêmement strictes de sécurité. Qui a fait des App Store alternatifs ? Samsung, par exemple. On ne peut pas dire que Samsung soit nécessairement une entreprise de cybercriminalité. Donc, je pense que là, il faut cette idée qu'il n'y a que Apple qui peut faire de la sécurité, ça ne me paraît pas tout à fait exact. C'est compliqué quand même, parce que c'est eux qui connaissent le code de leur système d'exploitation, donc c'est eux qui sont les mieux placés pour dire si telle ou telle appli est dangereuse, etc. Non, c'est pas exact. Et d'ailleurs, il y a énormément de scams qui circulent sur les iPhones. Non, je pense pas que ce soit le cas. En plus,
une des difficultés des App Store, c'est que ils ont tellement d'applications que, par exemple, Apple n'a que 500 reviewers, 500 personnes qui vont passer en revue les applications. C'est pas suffisant. Donc le côté gigantesque des App Store crée une série de problèmes, des problèmes de découverte des applications également. Etc. Olivier Mathieu, je me tourne vers vous à nouveau, du Fonds 2050. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'avais deux remarques. Il y en a une qui concerne 2050. C'est effectivement une question qu'on se pose et c'est la raison pour laquelle, avec Marie Claude, on est cette forte motivation et cette inspiration à créer un fonds d'investissement différent. Parce que toutes ces entreprises-là dont on parle, les GAFAM, ils sont issus du monde du capital risque au départ. Donc, il y a eu des fonds de capital risque qui ont investi. Et aujourd'hui, je regardais les chiffres. Je suis sur les applications boursières. Vous savez que Apple est à plus de 2300 milliards maintenant de dollars de capitalisation boursière. Donc, c'est la valeur. Et Google est un tout petit peu en dessous de 2000 milliards. Mais bon, c'est malgré tout, voilà, des records avec Microsoft. C'est trop, selon vous ? Est-ce qu'on peut dire que c'est trop ? En tout cas, c'est la taille de la puissance d'un pays. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a quelque chose de Robin des Bois, d'aller se battre comme ça. Et nous, on apprécie ça. C'est un combat presque idéologique. C'est un combat, mais il a existé auparavant. Ça a été le cas dans les compagnies pétrolières, les compagnies chimiques, etc. Alors, on atteint encore des niveaux tellement supérieurs et tellement plus rapides qu'effectivement, on a les petits entrepreneurs, et nous, on les défend aussi avec France Digital à vos côtés, parce qu'ils ont besoin de pouvoir avoir des initiatives entrepreneuriales et de ne pas être contraints. Et donc, c'est ce qu'on appelle un abus de position dominante. Ça avait existé aussi avec Google, parce qu'à partir du moment où le fameux gate, la porte d'entrée, même si on oublie les App Store, mais même le moteur de recherche Google était tellement prédominant qu'ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient en haut du résultat de recherche. Donc ils avaient du coup les médias, les voyagistes, les différentes personnes qui proposent des services ont réussi à faire imposer à Google qu'il y ait une diversité dans les résultats de recherche proposés en haut des pages. C'est un peu comme ce qu'on essaie d'obtenir auprès d'Apple, c'est qu'à un moment donné, il faut que la liberté d'entreprendre ne soit pas enfermée par cet abus de position dominante et que ces grandes entreprises se rappellent qu'elles ont été petites un jour, elles ont été financées. Et ce qu'on essaie de faire, et ça c'est un premier commentaire, c'est la taille gigantesque de ces entreprises. Donc elles sont trop grosses par rapport aux petits entrepreneurs et elles sont même à la taille des gouvernements ou de l'Europe qui doit lutter contre eux. Donc il y a des différents niveaux comme ça d'affrontement qui sont un peu presque géopolitiques aujourd'hui. Absolument. Et alors après, il y a un autre commentaire que je me faisais par rapport à 2050 en particulier, c'est que ça s'appelle Fairness. Et Fairness, c'est aussi, on est aujourd'hui avec France Digital Day, on veut parler des valeurs. Donc c'est une valeur très importante justement dans l'entrepreneuriat, dans la liberté d'entreprendre. Et ce qu'on essaie de faire avec 2050, c'est justement de faire que ces grandes entreprises ne soient pas désalignées sous l'oppression financière peu à peu, parce que quand on atteint des certains niveaux comme ça, effectivement, il y a des investisseurs qui mettent des pressions permanentes. On parle de rapports trimestriels, financiers, il faut optimiser ses résultats en permanence, et c'est bien de vouloir gagner de l'argent, mais quand c'est trop vite, trop tout le temps, c'est au détriment parfois de la planète et de l'environnement, parfois des entrepreneurs dans les App Store, parfois des clients et des data privés du grand public, etc. Et donc cette idée d'alignement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir dans une mission une sorte de permanence, de durabilité qui, même quand l'entreprise grossit, continue d'être maintenue par une gouvernance établie. Et on voit bien qu'il faut bouger les gouvernances des entreprises aujourd'hui. Un dernier mot. Alors, on a l'impression que c'est un combat sans fin. Votre prochain combat, c'est quoi, Damien Girardin ? C'est-à-dire que c'est un combat qui est sans fin, mais qui va connaître son épilogue, à mon avis, dans les 2 années qui viennent. Et l'épilogue, ce pourrait être soit un épilogue réglementaire, avec en effet le Digital Markets Act, cette réglementation européenne qui sera finalisée sous la présidence française, il faut le savoir, puisque la France aura la présidence de l'Union européenne durant les 6 premiers mois de l'année 2022. Et c'est un objectif premier du gouvernement français de porter cette législation à son terme. Et il pourrait y avoir aussi des décisions de concurrence et des jugements très importants. Donc pour moi, la domination d'Apple et de Google sur les App Store, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Je pense qu'il va y avoir des développements très positifs pour l'écosystème dans les 2 années qui viennent. Je suis résolument optimiste. Et c'est peut-être juste un dernier mot pour faire le lien avec les fonds d'investissement et aussi je dirais les petites entreprises. Un problème dont on ne parle pas suffisamment, c'est le vol de l'innovation. Moi, j'ai toute une série de petites entreprises qui ont une idée, qui ont voulu s'intégrer dans l'écosystème d'Apple, qui ont parlé avec Apple ou avec Google et dont l'idée a été reprise et intégrée dans un smartphone. Je peux vous donner des exemples
très précis. Oui, par exemple, une entreprise américaine qui a développé une série de technologies qui permettent de mesurer certains, par exemple, mesurer le taux d'oxygène dans le sang, etc., très utile dans le monde du Covid, et qui voit finalement cette technologie être intégrée dans les dernières montres Apple. Oui, tout à fait. Ce qui rend en fait cette technologie largement... Et là, vous dites qu'il y a eu un vol de technologie. C'est ce que cette entreprise prétend, puisqu'ils sont dans une dispute de propriété intellectuelle aux États-Unis. Mais quand vous avez finalement le contrôle sur l'écosystème et sur l'information, ça vous donne quand même un avantage compétitif très important. Donc il y a cette dimension-là aussi à laquelle je tiens. Et les valeurs, c'est très important. Je pense que vous avez tout à fait raison quand vous dites que quand vous faites 2 trilliards de dollars, vous êtes sous une pression des marchés où il faut tout le temps croître. Et donc ce sont des entreprises qui veulent constamment entrer dans de nouveaux marchés, ce qui est très bien. Nous aimons tous la concurrence, mais avec certaines limites. Merci beaucoup Damien Géradin de Coalition for App Fairness et puis vous également Olivier Mathieu du Fonds 2050. Merci d'avoir été présent. Merci à vous. Dans ce monde numérique spécial France Digital Day. On continue d'ailleurs, on va parler à nouveau d'innovation à la française. Et on va parler d'un phénomène qui n'est pas très joyeux, mais qui est une vraie réalité. C'est le harcèlement et les déluges de haine sur les réseaux sociaux. Alors bon, régulièrement, il y a des affaires qui font la une de l'actualité. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il existe, heureusement, aujourd'hui, quelques manières de se protéger contre ça, et notamment le logiciel Bodyguard. Bodyguard créé par Charles Cohen. Bonjour Charles Cohen. Bonjour Jérôme. Vous avez donc mis au point cette application anti-harcèlement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça vous a rapporté plusieurs prix. Vous avez été lauréat de plusieurs... vous avez reçu plusieurs distinctions. Bon, comment ça marche, Bodyguard ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une technologie qui a pour but de repérer les contenus haineux sur Internet. Cette technologie-là, on l'a mise il y a 4 ans dans une application mobile qui s'appelle donc Bodyguard, qui est gratuite, qui permet de protéger les individus en temps réel des contenus haineux sur leurs réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux ? Tous les réseaux sociaux. Alors, on va avoir Twitter, Instagram, YouTube, Twitch et Facebook pour les entreprises. D'accord. Là où on va protéger. Donc j'installe ça sur mon smartphone et après comment ça se passe ? On télécharge, on installe, on personnalise sa modération. C'est aussi ça qui est intéressant parce que une petite fille de 8 ans n'aura pas les mêmes volontés de modération et de protection qu'un gamer de 40 ans sur Twitch, Bien sûr. qui va être un peu plus permissif. Donc chacun configure la sévérité de sa modération. Ensuite, on ferme simplement l'application Bodyguard, on utilise ces autres applications normalement. Ce qui se passe, c'est que nos serveurs récupèrent en temps réel les commentaires sous vos photos Instagram, vos vidéos YouTube, les gens qui vont parler avec vous sur Twitter, vous mentionner. On récupère ces contenus-là, ils sont analysés par la technologie en temps réel. S'ils sont détectés comme haineux selon vos critères de modération, on va retirer le contenu de la plateforme ou sur Twitter, on va masquer, muter, bloquer l'auteur du tweet en question. C'est vraiment l'utilisateur qui décide. Donc c'est aussi simple que ça, c'est pour ça que ça plaît, parce que protection efficace qui nécessite aucune action de l'utilisateur, parce qu'on continue d'utiliser ces autres réseaux normalement. Donc, est-ce que malgré tout, ça ne dénature pas un petit peu le réseau ? Enfin, je veux dire, finalement, alors c'est bien, ça évite de se prendre des cochonneries en pleine figure comme ça, mais d'un autre côté, ça n'empêche pas qu'elles soient dites, ces cochonneries, et ça peut aussi avoir d'autres conséquences, non ? Exactement, c'est super intéressant d'aborder ce sujet-là. Déjà, si je devais définir les règles de modération de Bodyguard, je dirais que Bodyguard retire ce que les gens osent dire derrière un ordinateur ou un téléphone sous couvert d'anonymat, mais n'oserait pas dire en face de la personne dans la vraie vie. Et c'est assez intéressant d'élargir ces règles de modération à ça. Et après, moi, j'ai envie un petit peu qu'on prenne le problème un petit peu différemment, en disant que finalement, la haine en ligne que les journalistes en 2021 subissent quotidiennement,
entraîne une certaine forme d'autocensure. Dans le sens on où va parler du cas particulier des journalistes. Mais alors ça touchait les journalistes historiquement, mais en fait ça touche tout le monde. Dans le sens où il y a énormément de monde qui maintenant n'ose plus s'exprimer, s'exposer publiquement sur Internet. Donc j'aime bien prendre le problème à l'envers en disant finalement Bodyguard n'est pas un outil de censure, au contraire c'est un outil qui va viser à finalement libérer la liberté d'expression, libérer la parole, parce que les gens, une fois protégés, finalement ils osent aborder les sujets qu'ils souhaitent aborder et ils n'ont plus peur de se faire insulter. Donc en fait c'est finalement ces contenus haineux-là qui sont une entrave à la liberté d'expression. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que effectivement, quand on publie un contenu, qu'on soit une petite fille de 8 ans ou un journaliste de plus de 40 ans, si on se prend des torrents de propos négatifs en face, c'est pas anodin, ça fait mal. Et puis au bout d'un moment, on se dit qu'on va arrêter, on va se taire. Donc du coup, vous voulez dire que Bodyguard, c'est aussi un outil anti-autocensure? Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a gagné l'année dernière le prix France Digital Fort Démocratie, parce que justement on se rend compte de ce phénomène depuis maintenant 5 ans, et encore même plus, de voir que les contenus haineux entraînent de la censure massive et de l'autocensure massive, donc il est temps un petit peu de protéger ceux qui sont là pour faire avancer le débat. Et moi, donc vous le disiez, c'est utilisé aujourd'hui par des journalistes. Exactement, par des journalistes, des députés, des ministres, des gros youtubeurs, des gros créateurs de contenu, n'importe qui finalement avec une présence en ligne. Et je n'ai aucun scrupule à retirer des contenus haineux pour justement protéger ceux qui sont là pour faire avancer le débat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous développez aussi votre solution à destination des entreprises, plus seulement des particuliers. Exactement, même problème pour les entreprises, que ce soit Brut avec les réseaux sociaux, leurs réseaux sociaux, ou que ce soit un France Télévisions avec l'ensemble de leurs employés, de leurs journalistes. On s'est rendu compte que les entreprises avaient les mêmes besoins de modération, et donc on est là pour les aider et leur permettre de modérer l'ensemble de leurs réseaux sociaux, protéger leurs employés. Parfois ils ont même des sites, des forums, des blogs, et on peut brancher notre technologie à l'intérieur pour justement effectuer une modération aussi à ce niveau-là. Quel est le taux de réussite ? Est-ce que c'est du 100% ? Est-ce que ça filtre tout ? Est-ce que ça ne filtre pas trop de choses ? Est-ce que vous avez des faux positifs ? Exactement, c'est super important de notifier ça. On a un taux de détection en production actuellement qui est mesuré en moyenne par langue entre 89 et 93% des contenus haineux détectés. Donc il y a quand même 7%, de 11 à 7% des contenus haineux qui ne sont pas détectés parce qu'ils dépendent énormément du sujet, ils dépendent du contexte, et parfois Bodyguard, plutôt que de retirer le contenu pour rien, préfère le laisser. Donc en effet, il y a encore une marge de progression évidemment, ce serait vous mentir que vous dire le contraire, et d'un point de vue erreur, on est sur un taux de faux positifs qui varie entre 1 et 4% selon les langues. Pas de panique, ces contenus-là sont revus par un humain sous 24 heures et restaurés, que ce soit pour les entreprises ou pour l'application mobile. Oui, donc vous ne faites pas de la censure sous couvert de lutter contre l'autocensure. Exactement, ça c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. C'est pour ça qu'on laisse le choix à l'utilisateur, et c'est ça aussi sympa de placer Bodyguard comme ça, en disant que finalement Bodyguard c'est un outil pour les créateurs, c'est leur décision à eux de vouloir être protégés, et donc en fait les libertés sont gardées des deux côtés. Le détracteur qui est en face, qui va poster son contenu haineux, il a sa liberté et à la limite son droit de le poster, mais il ne peut pas forcer son destinataire à absolument le voir. C'est aussi la liberté de ce destinataire de ne pas vouloir le voir. C'est exactement ce que fait Bodyguard. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette application, Charles Cohen ? Alors, c'est un mix de plusieurs choses. J'ai commencé la programmation à 10 ans. Quelque chose de alors pas comme très vous n'êtes commun. pas très vieux, ça fait il n'y a pas très longtemps, mais ça fait quand même quelques années. J'ai 25 ans, ça fait 15 ans. Pas fait d'études. À 21 ans, je lance Bodyguard. Deux choses, parce que déjà, moi, j'ai toujours voulu avoir un impact un petit peu positif, si possible avec mes compétences. Ça, c'est mon côté bien éduqué, finalement. Merci mes parents pour ça. Et ensuite, il y a un élément déclencheur, c'est des articles assez récurrents en 2017 qui parlent de suicide de jeunes enfants qui sont totalement désemparés par rapport à ça. Et en 2017, là, ils commencent à avoir quelques outils des réseaux sociaux pour ajouter quelques filtres supplémentaires qui sont très complémentaires avec Bodyguard. Mais en 2017, il n'y avait rien. Ouais, il y a eu notamment c'est l'affaire Bilal Hassani, c'est ça ? Oui, exactement. Il y a eu aussi l'affaire Bilal Hassani, mais bref, il y a des qui utilisent notre application. Qui utilisent notre application. Et donc en 2017, il n'y avait rien. Et donc l'idée, c'était de se dire, bon, j'ai pas de boulot.
j'ai des compétences techniques, ça va, ça passe, je pourrais le faire. Je commence à faire un peu de recherche et développement pour voir ce que je peux faire et je trouve finalement un axe pour développer une technologie qui va répondre à ce besoin-là de protéger les gens des contenus haineux au départ. Donc ça, c'est un mix d'une volonté personnelle, d'une capacité technique aussi, il faut le dire, même si je ne suis pas le meilleur des développeurs bien évidemment, je pouvais créer la base. Super. Et ensuite le bon moment, le malheureusement, ce qu'on disait un petit peu avant le podcast, la haine en ligne, c'est un des marchés qui croît le plus vite. Ouais, c'est un marché porteur. Et donc le besoin est là et super, tous les voyants sont en vert, donc et ça donne Bodyguard maintenant 3 ans plus tard. Alors au départ c'était presque un projet comme ça d'amateur. Aujourd'hui c'est une entreprise, c'est une activité commerciale à part entière. Et maintenant on emploie 30 personnes. Wow. 30 personnes. On fait une levée de fonds en fin 2019 de 2,5 millions d'euros parce que j'étais quand même tout seul. Des fonds d'investissement viennent me contacter en disant c'est pas mal ce que tu fais, on t'a vu dans les médias. Est-ce qu'on peut faire un truc? Donc 2,5 millions d'euros plus tard, je recrute mon premier employé qui est Mathieu Boutard, qui est mon directeur général, et maintenant 2 ans plus tard, donc de 2019 à 2021, on est 30, la techno marche en 5 langues, on va ajouter la modération de l'audio, de l'image et de la vidéo. On bosse avec pas mal de boîtes et on fait notre levée de fonds actuellement. Bravo. Facebook, tout ça, ils vous font de l'œil ou pas du tout, ou ils vous regardent pas On discute avec eux. On discute avec eux régulièrement, avec les équipes françaises qui ne sont pas des équipes forcément très très décisionnaires immédiatement, mais quand même on discute. Ils font preuve de bonne volonté. On s'entend bien. J'ai envie de vous dire encore heureux. Il manquerait plus qu'on ait des bâtons dans les roues. Ouais, non, bien sûr. Mais pour les connaître un petit peu, j'imagine que ils pourront pas forcément intégrer une solution comme ça parce que c'est trop intrusif finalement sur le contenu des gens. C'est pour ça qu'il faut laisser le choix à l'utilisateur. Ouais. Exactement comme on fait avec Bodyguard, de laisser le choix. Comme un contrôle parental, voilà, ce sont les gens qui décident de l'installer ou pas finalement. Exactement, comme rendre son compte Instagram privé ou non, c'est le choix de l'utilisateur. Et nous on a la même vision en disant que je sais très bien que Bodyguard ne plaît pas à tout le monde et qu'il y a des gens qui s'en fichent de ces contenus-là, et d'ailleurs je leur dis bravo, parce que c'est le meilleur comportement à avoir. Mais parfois il n'y a pas tout le monde qui arrive à avoir ce mental et ce recul. Donc laissons le choix aux utilisateurs, tout en ayant une technologie qui filtre bien, qui ne fait pas d'erreurs, etc. Donc voilà, on discute et on verra bien. Et on verra bien. Merci beaucoup Charles Cohen. Merci à vous. Application Bodyguard à télécharger gratuitement sur tous les bons App Store. Exactement. Merci. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique numéro 15. Un monde numérique un peu particulier, donc entièrement consacré au France Digital Day. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos commentaires, à la fois sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également réagir à cet épisode sur mon blog, attitude-techno.fr. Et puis, bien sûr, pour vous abonner et recevoir chaque samedi matin dans votre boîte mail le dernier épisode de Monde Numérique, eh bien, c'est sur le site mondenumérique.info que ça se passe. La prochaine fois, on reviendra à une formule un peu plus traditionnelle. D'ici là, je vous salue. À samedi prochain.